impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre impeccable. On va terminer aujourd'hui, je pense, pour notre souterrain nain. Je pars sur un triptyque que je vais terminer là, je pense. Bon, c'est pas impossible que le sujet m'inspire à nouveau, mais une troisième partie donc sur les souterrains et ce qu'on peut y rencontrer. Donc j'avais déjà un peu parlé de Caracasgal et de son côté porte monstre trésor. Vraiment le donjon à la Donjons et Dragons qui est proposé dans un supplément de Warhammer version 2. J'aime bien son côté old school dans un jeu qui est pas trop... qui est assez traditionnel aussi, hein. Warhammer c'est du traditionnel mais c'est quand même pas du D&D, donc ça change un peu. Mais je partais sur un autre donjon, perso, une création à côté qui permet de plus de liberté. Et donc après avoir évoqué... dans le premier numéro, des éventuelles machines à trouver et un côté tower defense qui peut être drôle. Dans le deuxième numéro à ce sujet, j'ai potassé quelques PNJ, 2 nains perdus et un ogre qui pourrait être leur voisin. Là, j'aimerais bien un autre PNJ, mais peut-être encore plus fugace, encore plus... Un fantôme, ça pourrait faire sens, surtout si on est sur une colonie qui a été étripée. Il pourrait même être pas loin du début. Pas loin du début, mais intouchable au début par des PJ qui voudraient éventuellement le détruire, puisqu'ils n'ont pas d'armes magiques ou bénies. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de complètement injuste avec un fantôme qui les tue sans qu'ils puissent riposter du tout, mais un fantôme avec sa caractéristique de fantôme, comme dans certains clichés, certains films, certaines histoires. Quelqu'un qui est bloqué sur quelque chose, qui n'est pas en repos parce que sa mort n'a pas été, entre guillemets, correcte. Et du coup, le dieu mort n'a pas pu l'accueillir en son sein. Donc ça peut être un seigneur nain qui n'a pas été enterré correctement. Ça peut être un humain qui visitait la colonie et qui du coup n'est pas mort du tout parmi les siens et qui manque de repos pour ça. Ça peut même être le fantôme d'un elfe qui avait été capturé par des nains pour je ne sais quelle négociation, ça c'était peut-être une monnaie d'échange ou quoi que ce soit. Tant de raisons qui peuvent faire qu'un fantôme serait en train de rôder encore au sein de ce carac et serait plutôt passif. Il pourrait être visible. Alors, tout d'abord invisible avec juste des manifestations légères, des gémissements, une température plus basse à l'endroit où il se trouve, des PJ qui traversent plus ou moins ce fantôme et qui ressentent des frissonnements dans la nuque et le long de la colonne vertébrale, jusqu'à ce qu'il se manifeste peut-être un peu plus, ce qui pourrait avoir de quoi faire flipper des PJ, alors moins des joueurs et des joueuses bien sûr, éprouvés à toutes sortes de rencontres étonnantes. Mais pour les PJ, ça pourrait justifier des tests de peur. Et à ce moment-là, vu que des PJ débutants ne seraient pas armés pour ce type de combat, donc ils chercheraient sans doute pas trop à faire les malins, parce qu'il y a un peu de méta. Les joueurs en général savent qu'il faut une arme magique ou bénite. Bénite, c'est un peu bizarre ce terme dans la religion. Donc ils vont probablement pas chercher à l'attaquer, sauf si c'est une équipe expérimentée bien sûr, mais là du coup il faut introduire le fantôme différemment si on veut pas qu'il se fasse démouler par des murder robots suréquipés, quoi. Quand je dis murder robot, c'est juste un murder hobo, dans le sens clochard meurtrier, c'est le terme qu'on utilise pour faire référence à des groupes de personnages joueurs qui étripent tout ce qu'ils peuvent pour récupérer la moindre piécette, etc. Bon. Je ne m'attarde pas là-dessus. Donc on a un fantôme qui apparaît, qui n'est pas forcément belliqueux tout de suite, mais qui semble, peut-être qu'il répète une sorte de séquence qui montre qu'il manque quelque chose ou que quelque chose ne convient pas. Et il peut avoir développé une certaine susceptibilité, ou en tout cas une incompréhension
des façons de penser, de se mouvoir des êtres vivants. Et il en a vu très peu depuis des décennies, voire des siècles. Et quand il en a vu, c'était plutôt des peaux vertes pour lesquelles il n'a pas spécialement d'affection. Donc là, il voit des humains, des nains, des halflings, etc. Mais il pourrait très bien mal interpréter les moindres de leurs actions. Et du coup, peut-être attaquouiller quelqu'un qui ferait un geste de travers. Mais juste une attaque qui donnerait pas sur un combat intégral, quoi. Juste une blessure mordante, froide, quelque chose de glaçant qui vient d'un fantôme, hein, qui va quand même faire des points de blessure et peut-être faire péter un câble à quelqu'un qui se fait toucher. Mais dans l'idéal, même si les PJ décident de s'enfuir tout de suite, il faudrait qu'ils se rendent compte assez vite que le fantôme ne les poursuit pas ou n'est pas beaucoup plus belliqueux que ça, quoi. Donc soit ils tiennent le coup, ils restent devant lui, ils se mettent un peu en posture défensive et ils attendent et ils voient que ça se calme. Soit ils s'enfuient et avec un tout petit peu de curiosité, ils comprennent qu'ils peuvent quand même côtoyer cet être sans être en danger permanent. Et à ce moment-là, ils vont commencer à chercher la clé de ce puzzle et voir comment lui apporter le repos, la satisfaction. Les PJ étant des PJ, ils vont supposer que le fait de faire ça va leur apporter quelque chose. Ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas, ça peut être simplement entre guillemets une bonne action, et puis voilà, ils auront fait ça bien, et puis tant mieux. Alors suivant les divinités qu'ils pourraient éventuellement vénérer, ça pourrait avoir des effets concrets, voire le gain d'un point de destin ou ce genre de choses. Ça peut aller de pas de récompense du tout à de fortes récompenses. Genre soit découvrir l'accès à un passage secret que le fantôme va traverser devant eux, avec derrière une tombe dans laquelle il faut aller trimballer un corps pour mettre dedans et il pourrait être tenté de récupérer quelques babioles à côté. Donc ça peut être des récompenses qui se transforment en bénédiction, en malédiction, bon ça c'est à voir. Mais si on veut rester dans quelque chose de plus original, oui ça peut être drôle de pas récompenser outre mesure ou de récompenser avec énormément de latence, quoi. Donc ok, vous avez fait ça, c'est très bien, mais c'est beaucoup plus tard que d'autres apprendront les bons gestes des PJ et pourront les féliciter et les aider pour ça. Ou bon, je vais pas trop épiloguer là-dessus, ça me paraît pas très important. Donc on a notre fantôme. Notre fantôme qui pourrait aussi, alors c'est un autre choix, si on veut faire du PMT avec vraiment des rencontres de combat régulières et un peu difficiles, avec des challenges qui augmentent au fur et à mesure du temps, ça pourrait être un fantôme qui véritablement est agressif. Et alors au début, quand les PJ entrent les mains dans les poches, ils le rencontrent, il devient agressif, ils l'esquivent de justesse, ils s'en vont, ils continuent leur chemin. Et ils savent qu'ils peuvent pas trop le combattre à ce moment-là. Et plus loin, plus bas dans la mine, dans le Karak, ils vont trouver quelque part une arme magique. Alors pas quelque chose de puissant, hein, mais ça peut être une hache toute simple qui a juste la propriété d'être magique, qui peut donc frapper ce genre de créature. Il peut y avoir un petit bonus quand même pour agrémenter la chose, un petit plus 1 au dégâts, plus 5, plus 10 pour toucher, je sais pas quoi, bon ça c'est à voir. Et du coup en remontant, ils sauront qu'ils pourront le combattre, ce qui sera plus ou moins nécessaire si en plus ils remontent les bras chargés de trésors ou de machinerie à étudier tranquillement dans un atelier d'Aldorf, etc. Il est quand même très probable que si c'est un fantôme qui est clairement un nain et que les PJ sont des nains venus rendre gloire à leurs ancêtres, ils vont pas vraiment vouloir le détruire comme ça. Donc c'est là que le choix de l'espèce et l'apparence du fantôme peut jouer.
en lui donnant des attributs vraiment maléfiques ou chaotiques, ça peut baisser leurs appréhensions là-dessus. Mais bon, la piste du fantôme qu'on peut sauver et aider, même si elle reste classique aussi, me paraît plus intéressante, mais les deux pistes sont jouables. Voire même, ça peut être combiné, ça peut être différents chemins que les PJ peuvent prendre suivant leurs propres aspirations et tendances. Est-ce que le fantôme pourrait avoir un animal de compagnie? Est-ce que le fantôme a un chien fantôme? Est-ce que le fantôme a une chauve-souris fantôme? Est-ce qu'il a un serpent fantôme? Bon, vous voyez le délire. Je sais pas, je le cite parce que ça me vient, mais je pense pas que ce soit très utile, à moins de vouloir ajouter une touche comique ou une touche particulièrement effrayante si c'est un chef orc qui est là, fantomatique, et que c'est une sale bête genre warg qui existe aussi en fantôme et qui peut aller très vite. Les fantômes ne sont pas soumis aux mêmes lois physiques que les êtres vivants, bien sûr, mais ils peuvent être conditionnés par leurs propres croyances, et se sentant encore parmi le monde des vivants, ne se rendant pas compte qu'ils sont morts, eh bien ils pourraient s'auto-limiter, et donc le fantôme orc, pourrait s'astreindre à bouger plus lentement que le fantôme warg. C'est tout à fait possible. Et ça pourrait du coup faire deux menaces avec des caractéristiques différentes qui pourraient engendrer un jeu de chat et souris dans un micro-labyrinthe un peu flippant. Attention au labyrinthe quand même. Hein. Bon, soit on utilise des plans à explorer petit à petit, vraiment à la D&D au Pathfinder. Bon, ça peut avoir un intérêt, mais même si je veux bien aller vers une petite dose de PMT, je suis pas sûr d'aller jusque là. J'aime bien dessiner des plans et j'en fais parfois, mais je suis pas sûr d'arriver à trouver une façon de rendre ça vraiment intéressant à jouer au final. C'est un grand plaisir que de faire des plans, mais alors utiliser des plans, c'est pas le même délire. Je le verrais plus volontiers autour d'une table peut-être, alors qu'online il y a quand même aussi des avantages très forts sur les tables virtuelles, mais qui demandent plus de préparation. Enfin, on peut aller sur des tables virtuelles assez dingues, qui gèrent du coup les damiers, les cases de manière très précise, avec même du brouillard de guerre, du fog of war pour cacher certaines zones et tout. Ça peut aller très loin, mais alors là du coup c'est vraiment la préparation d'une partie faite pour ça, et on joue un mix de jeux de rôle et de HeroQuest qui peut être très cool, hein, mais c'est un délire particulier. Donc c'est pour ça que je reviens au début de ma parenthèse. Les labyrinthes, c'est un peu compliqué à jouer de manière satisfaisante. Ça peut être rendu un peu abstrait, donc avec un labyrinthe qui serait pas littéral, enfin je veux dire sur lequel on ne demande pas aux joueurs de choisir, bon tu arrives à un croisement, est-ce que tu vas à gauche, à droite ou tout droit? Ok, vous arrivez à un T, vous allez à gauche ou à droite. Ça peut vite devenir rébarbatif. Mais si c'est rendu plus abstrait, avec une zone où des tas de chemins reviennent les uns vers les autres, et quelques pièces bien notables que les joueurs finissent par identifier et qu'on peut appeler par des noms, genre l'observatoire, le cimetière, tout ça. Bon là il y a un chien, il y a souvent des chiens de garde dans le coin qui sont dans des jardins, mais là il est dehors. J'espère que ces maîtres le tiennent bien. Bon, on va voir si je peux mettre en ligne ce podcast, c'est que je n'ai pas été dévoré. Salut toi. T'es là? Bonsoir. Désolé. Pas de souci à ça. T'es là, merci. T'es là, stop. Bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi aussi. Hein. Et désolé du chien.
Pour quelqu'un qui aurait peur, ça serait compliqué, mais moi je les aime bien. Bon, ça va, Oui, ça mais passe. après le chien, tu sais, quand tu vois quelqu'un dans le noir, c'est... Ouais, je comprends qu'il se méfie un peu, mais Mais bon. après, Tant qu'il se contente d'aboyer et qu'il mord pas, ça va. Ouais. c'est tout. ce qu'il Voilà, faut, c'est ça, c'est ça. Ah, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Donc je disais, est-ce que j'étais pas justement en train plus ou moins de parler du Warg Phantom qui accompagnait son Orc Phantom? Ouais, plus ou moins. J'avais bifurqué sur les labyrinthes et la façon de les abstraire un peu pour qu'ils soient jouables de manière peut-être un peu moins rébarbative. Ben, ça dépend des tablés en fait. Il y a des gens qui n'apprécieront pas le côté abstrait et qui, dès qu'on décrit quelque chose d'un peu labyrinthique, vont vouloir le poser par écrit, entre guillemets, pour pouvoir craquer ce code et pouvoir dire, bah non, bah voilà, si ça ressemble à ça sur papier, ça veut dire qu'il faut qu'on aille ici. Donc ça peut être plus ou moins difficile à implémenter suivant le caractère des gens et leur côté narrativiste, ludiste, simulationniste. Tout dépend un peu de ces facteurs-là. Mais en tout cas, pourquoi je parlais de ça? C'est parce que s'il y a une course-poursuite, le jeu du chat et de la souris, dans une partie du donjon, appelons-le comme ça, et bien dans ce cas-là, il faut trouver une manière de rendre ça un peu fluide quand même. Il faudrait que ce soit à la fois flippant, à la fois dangereux, mais quand même, quand même un peu fluide. Ouais. Et pour ça, il y aurait la possibilité de décrire les passages avec une certaine confusion qui serait expliquée par l'adrénaline des PJ qui de toute façon ne connaissent pas très bien les lieux, donc ils peuvent quand même facilement se paumer. Et donc décrire des passages qui se ressemblent. Oui, vous avez l'impression d'être déjà passé par là et vous pensez qu'à droite c'est ceci, vous entendez le fantôme qui approche derrière, où est-ce que vous allez? Et puis là, à chaque fois, laissez très peu de temps pour répondre. Et là, alors, soit en tant que MJ, on a un plan et effectivement, on se base dessus pour savoir où vont les PJ. Simplement, on n'a pas pris le temps de le partager pour garder un peu de mystère et pour pas qu'on tombe dans une partie où on avance case après case pour décider si on va à gauche ou à droite. Soit c'est abstrait aussi du côté MJ et simplement par rapport à des jets de pistage ou de perception des personnages, on considère qu'à chaque passage, sur des réussites qui se rapprochent de leur but, du fait de sortir de cette section de la mine, soit sur des échecs ratés, ils vont plutôt revenir en arrière ou plutôt... Bon, revenir en arrière, ça marche une fois, ça peut être rigolo une fois pour faire un peu flipper en mode mince, mais on est perdu. Il ne faut pas trop en abuser. Je pense que ça peut marcher une fois ou deux, et puis ensuite il faudrait passer à plutôt, si vraiment beaucoup d'échecs il y a, les mener vers une pièce qui va quand même les faire avancer vers le niveau suivant, le niveau inférieur en général, mais avec perte et fracas, quoi. Au lieu de trouver un escalier fonctionnel ou quelque chose de ce genre, ils vont arriver à un trou où ils sentent bien qu'il y a de l'eau en dessous, je sais pas, ou quoi que ce soit qui fait qu'ils sentent que c'est faisable sans mourir, mais ça sera forcément plus dangereux, ils pourront y perdre quelques points de blessure, quelques objets et ou de la santé mentale, entre guillemets. Bon, on n'est pas à Cthulhu, mais c'est un peu l'idée. Voilà pour d'autres pistes sur la façon de gérer un déplacement dans un labyrinthe. Et alors si le fantôme est un orc, un gobelin, quelque chose comme ça, déjà c'est laisse entendre que les gobelinoïdes ont une âme aussi. Dans ce cas-là, est-il bien juste de les étriper les uns après les autres sans réfléchir? Bon, je rigole, mais c'est une vraie réflexion qui est faite autour des œuvres de Tolkien. Bon, il y a des critiques qui sont faites, je ne veux pas rentrer dans des polémiques et trop discuter de ça, c'est un sujet que je ne maîtrise de toute façon pas vraiment. Je connais Tolkien vite fait comme beaucoup de monde. Moi, j'ai lu plusieurs de ses bouquins, ça va un peu au-delà de simplement voir les films peut-être, mais j'ai pas de gros souvenirs du Silmarillion, que j'ai pas lu en entier, ça m'a saoulé avant la fin quand même. Bien avant la fin, j'ai dû lire un quart du livre. Je disais que oui, il y a eu des critiques sur Tolkien, comme quoi les
les orques et les gobelins étaient quantités négligeables qui pouvaient être tués sans réfléchir, alors qu'on voit bien qu'ils ont un langage, une sorte de civilisation, etc. Bon. Je vais pas partir vers un Warhammer où on cherche absolument à discuter avec toute créature qu'on rencontre. Ça me choque pas de garder un peu un aspect binaire et violent et injuste, parce que de toute façon on part du principe aussi que on joue pas des gens super recommandables. Bon, on n'est pas dans Warhammer 40 000 où là c'est carrément souvent hardcore niveau idéologie, mais si dans Warhammer Fantasy les Sigmarites peuvent se rapprocher un peu de ça, il y a quand même une belle pluralité de raisonnement et de pensée dans Warhammer. Même si, voilà, c'est vrai, les gobelins et les orques, les relations sont assez binaires, quoi. Ils veulent tuer les humains sans réfléchir et les humains veulent les tuer sans réfléchir. Mais en vrai, ceci étant dit, j'aime beaucoup les gobelins, j'aime bien les orques aussi. J'ai déjà fait jouer des scénars où les PJ eux-mêmes étaient des goblinoïdes. Mais du coup, j'aime bien quand des PJ impériaux rencontrent des créatures de ce type et peuvent discuter avec eux. Moi, j'aime bien ça. J'apprécie tout à fait quand ce sont des PNJ riches avec qui on est en antagonisme. Ce sont globalement quand même des ennemis, mais d'une façon un peu riche, des némésis véritablement intéressants avec qui on discute parfois avant un final qui finit avec la mort d'un des deux camps sans doute, mais pas forcément. Après, il peut y avoir aussi un respect mutuel qui fait que certains objectifs étant atteints par une faction, l'autre abandonne et se retire, ce genre de choses. Des collaborations après entre humains et goblinoïdes, c'est plus rare. Enfin, j'ai prévu un lieu où ça arrive, mais il y a toujours une dose de contrainte. Enfin, j'avais aussi imaginé dans Altdorf à une époque, il y a longtemps, un scénar qui commençait avec des processions en plein Altdorf où des gobelins étaient enchaînés et montrés comme des bêtes de foire, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient traités un peu comme les animaux, comme certains montreraient des ours et tout ça. Mais j'ai jamais intégré pour l'instant de PNJ gobelins ou orques qui traitent d'égal à égal avec des humains, des nains ou des halflings. Mais ça pourrait être envisageable, soit dans un contexte sportif, comme je l'ai imaginé pour un autre épisode qui parle du Jugger, soit dans un contexte de mercenariat qui peut s'y prêter assez bien aussi, ou encore dans un contexte de cirque itinérant, le côté un peu freaks, ou autre, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un ami d'une telle espèce mais qui doit se cacher du coup, qui doit le cacher, en tout cas un humain qui cache son ami gobelin dans sa cave, ou inversement un orc qui cache son ami humain dans sa hutte, on ne sait où. Bon, à développer, mais là on s'éloigne du sujet, ça pourrait mériter un épisode à part entière. Donc là, éventuellement, bon, pour rattacher au sujet, est-ce qu'on imaginerait que les deux nains évoqués dans le volet 2 de ce triptyque, Tomric et Bobur, est-ce qu'ils ont réussi à attraper un gobelin qu'ils ont apprivoisé, à qui ils ont appris le Casalid et le Reichspiel, ou alors une seule des deux langues, n'allons pas trop loin. Ça pourrait être rigolo. Ça peut être un peu chargé quand même, surtout si Bobur a ce côté déjà cultiste involontaire de Tsench avec ses mutations qui sont eux-mêmes des petits PNJ. Faut voir. Bon, c'est une possibilité. Ou alors ça peut être l'ogre qui a un compagnon de ce type. Pour ce qui est déjà moins original, hein. Ce sont des factions qui sont peut-être plus souvent ensemble. Faut voir. Les ogres sont un peu à cheval, quoi. Ils sont mercenaires aussi bien pour les humains dans Battle qu'indépendants, ou sans doute peut-être mercenaires. Je sais pas s'ils peuvent être mercenaires pour des peaux vertes, mais enfin, pour l'instant je m'en fiche. Je vais pas tarder à m'arrêter là.
J'ai parlé de fantômes qu'on pouvait essayer de délivrer ou combattre, avec à la fin une récompense ou pas, ou une récompense qui peut se muter en malédiction, voire être simplement délayé dans le temps, et la possibilité d'avoir un fantôme double un orc et son warg. Ma foi, je vais trancher et sans doute incorporer un de ces trucs-là dans ma prochaine aventure. Et sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt, tchuss.